Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Carl et je suis ravie d'accueillir sur ma chaîne YouTube le grand David Lefrançois. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir que tu acceptes cette interview. Et en fait, dans cette interview, on va parler de neurosciences, de foi et de spiritualité. Top. Donc je vais te laisser te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il en existe encore. Il en existe encore plein. Donc moi je suis donc David Lefrançois, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je vis aujourd'hui à Tel Aviv. Je fais de la recherche, aussi en neurosciences. Et je partage mon temps entre mon voyage en France, où j'ai un institut de formation de coach, et je donne des cours aussi à l'université. Et puis le Canada aussi beaucoup. Voilà. En dehors de ça, quoi te dire d'autre sur moi? Je suis psychologue de formation. Et puis après mes études de psychologie, comme j'aimais bien les études, j'ai continué. J'ai pris pas mal de spécialisations. Et puis je suis allé jusqu'à un doctorat en neurosciences. Voilà. Par passion? Par conviction. Parce que d'ailleurs, c'est vrai que c'était passionnant. Mais par contre, j'avais l'intime conviction que les neurosciences allaient révolutionner l'univers de l'accompagnement psychologique. Et j'ai pris ce pari-là, qui était un pari très risqué quand j'ai monté mon école en fait, de formation. Parce que tout le monde me disait que les neurosciences c'était trop scientifique justement, que personne ne viendrait. Et ça a été tout le contraire, tout le monde est venu se former. Et aujourd'hui, je suis l'un des leaders, en tout cas en Europe, dans la formation de coach, par le nombre de personnes formées et puis par le nombre de personnes qui sur le marché s'installent en tant que coach aussi. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans les neurosciences? La mécanique. C'est-à-dire? Je pense que nous, les mecs, on aime tout ce qui est mécanique, tu vois, les trucs. Donc, je n'ai pas été passionné par la mécanique auto. Mais si tu veux, dans le temps, la psychologie, elle présupposait qu'on organisait nos pensées d'une certaine façon. Ouais. Et moi, très rapidement, même jeune, j'avais envie de changer, tu vois. Donc, dans ma tête, j'avais envie de changer, mais je ne changeais pas. Et j'ai compris très rapidement que cette organisation des pensées, en fait, elle était liée à la façon dont est structurée la biologie de mon cerveau. Donc en clair, c'est la mécanique. Je peux être un super pilote si mon moteur ne fonctionne pas bien, si par exemple il n'y a pas de carburant, s'il n'y a pas d'huile, s'il n'y a pas la biochimie qui va avec, et ta voiture elle est top, toi tu es top, mais tu n'avances pas. Et donc j'ai vu, il y a autour de moi plein de gens qui étaient avec un potentiel énorme, mais qui avaient le cerveau qui ne fonctionnait pas obligatoirement bien. Et je ne parle pas de pathologie, par exemple, si tu as des carences sur tes neurotransmetteurs, ça va avoir une vraie influence sur la façon dont tu penses, réagis, te comportes. Et c'est là où j'ai compris à quel point finalement cette dimension neurobiologique elle était essentielle. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un neurotransmetteur rapidement, faire une analogie pour que tout le monde comprenne? En fait, dans le cerveau il y a des neurones et en fait la qualité et ton efficacité de transmission de pensée, en fait, elle vient de la capacité à ce que tes neurones transmettent deux choses. L'influx électrique, une impulsion électrique. C'est pour ça que quand tu vois par exemple un IRM ou un IRMF, ça va s'activer. C'est les impulsions électriques qui vont générer une densité magnétique qu'on peut voir par l'imagerie médicale. Et en fait, les neurones ils vont transmettre deux choses. Un influx électrique et un influx chimique. D'accord. Et à chaque fois, c'est de l'information en fait. Donc les neurotransmetteurs, c'est de l'information chimique qui est transmise. Et en fait, tu as à peu près 70 neurotransmetteurs dans ton corps. 8 d'entre eux sont vraiment super essentiels à ton équilibre et 4 sont vraiment liés à la performance en tant qu'être humain. Ces 4, c'est par exemple la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Si par exemple tu prends la dopamine c'est le carburant du corps. Je te donne un exemple. Tu as un tas de personnes qui sont en surcharge pondérale, qui sont addicts au sucre, et on leur dit que c'est pour compenser un problème psychologique. Alors que pour la plupart d'entre eux, en fait, ils sont carencés en dopamine. Et que le jour où ils régulent cette carence en dopamine, en fait, ils ont plus ce besoin de sucre et que le sucre limite pourrait les dégoûter, quoi, tu vois. Donc, pendant de nombreuses années, on a considéré et on a attribué à des personnes des raisons psychologiques qui n'en étaient pas. Moi, je vois de plus en plus un tas de gens qui vont mettre ont diagnostiqué leur enfant TDAH, hyperactif, alors que peut-être ils ont des problèmes simplement d'acétylcholine, tu vois. Si tu as un problème dans le GABA c'est celui qui calme quand toute la machine s'énerve. Dans la voiture, ce serait le refroidissement liquide. D'accord.
Donc pour éviter la surchauffe, on envoie du GABA. Si tu es carencé en GABA, et ben à terme, tu vas avoir angoisse et anxiété. 80% des personnes qui font des crises d'angoisse sont surcarencées en GABA. D'accord. Alors si tu vas voir quelqu'un qui n'est pas formé par exemple à ça, aux neurosciences, il te posera une question. Il te posera une question simple. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta vie ces 3 dernières années? Et puis je sais pas, toi et moi, on a tous rencontré des trucs bizarres dans les 3 dernières années. C'est clair. Un stress, une perte. C'est clair, c'est la vie. C'est la vie. Donc on va partir de cet événement-là en considérant que c'est l'élément déclencheur, alors que peut-être c'est juste une carence. Et quand tu régules la carence, la personne n'a plus de crise d'angoisse, tu vois. Ce qui est chouette, du coup, dans les neurosciences, c'est d'apporter ce point de vue scientifique qui enlève la culpabilité de la thérapie traditionnelle. Tu vois, souvent, on dit aux gens que c'est parce qu'il s'est passé ça dans leur vie qu'ils ont réagi de telle ou telle façon, etc. Et ça dure longtemps, ça dure des années, la thérapie. Alors qu'en fait, les choses aujourd'hui se règlent beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins de culpabilité pour le patient. Oui, et puis en plus, c'est rassurant quand quelqu'un à qui tu vas dire que c'est mécanique. Moi, à la fin de la semaine, je sors un produit sur la dépression et le burn-out. Intéressant. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui, malheureusement. Et justement, c'est pour ça, parce que moi, par exemple, depuis 2008, la plupart des demandes que j'avais dans l'entreprise, c'était pour les burn-out. Alors qu'avant, c'était la motivation, c'était la stimulation d'équipe, le management. Après, c'était sauvetage, que du sauvetage. Et à terme, j'avais tellement de demandes, je ne pouvais plus y répondre. Je me dis, tiens, je vais voir ce que je peux faire pour proposer un outil pédagogique. Mais tu vois, ce que disent les neurosciences sur la dépression, c'est super intéressant. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que tu as dit sur la notion de culpabilité, parce que la plupart du temps, quand quelqu'un est dépressif, on dit, mais allez, vas-y, bouge-toi le cul, quoi, vas-y, sors, tu veux pas te bouger, regarde la vie, comment elle est belle. Et plus tu lui dis ça, et plus en fait tu l'enfermes dans son problème, parce qu'il dit, mais j'y arrive pas. Et en fait, il se passe un truc, c'est que dans le cerveau, tu as 2 circuits d'information, un qu'on va appeler le circuit long et le circuit court. Le circuit long, c'est limbique, cortex limbique. Par exemple, l'autre jour, j'arrive à l'aéroport et je m'aperçois que je suis encore dans l'avion et j'ai oublié ma montre et mon bracelet à l'aéroport précédent. Ah mince. Et c'est une montre, c'est un cadeau, ce bracelet, c'est un cadeau, je les aime, donc l'angoisse. Donc ça, au niveau limbique, tu vas avoir une poussée affective, d'accord? Et puis tout de suite, je suis allé dans le cortex, qui est la zone de la raison, qui va me dire, attends, t'inquiète pas, tu l'as oublié dans un endroit, les mecs, c'est que des religieux, t'es sûr d'une chose, s'il y a un endroit où on ne volera jamais ta montre, c'est ici. Donc du coup, ça me rassure, je peux gérer mes émotions. Quelqu'un qui est dépressif, ou qui est en burn-out, burn-out c'est une dépression professionnelle, limite, et il va avoir le même symptôme, il a le circuit court, lui, il va plus dans le cortex, il fait limbique. Ah ouais, que de l'émotion. J'apprends la mauvaise nouvelle, et là, ça va me rappeler une autre mauvaise nouvelle, qui va me rappeler une autre mauvaise nouvelle. J'ai plus accès au fonctionnement cortical qui va me dire, mais non, calme, détends-toi, on va la retrouver. T'en sais rien. Et puis même de te dire, bon, puis aller, c'est qu'une montre, tu vas pas pourrir ta vie pour ça, tu vois. Et ça, là, j'ai plus cette liaison. Et donc, tu peux faire toutes les thérapies du monde. Si la thérapie, elle n'a pas pour but de rétablir le lien limbique-cortex, la personne, tu peux la suivre pendant 1000 ans. Ça ne changera pas. D'accord. Alors, il existe des outils aujourd'hui qui permettent à la personne de reprendre contact avec le cortex, simplement en portant son attention, en se concentrant, et en disant, viens, attends, on va faire des techniques exclusivement pour mettre un peu plus de raison, mais avec des techniques particulières dans lesquelles on va reconstruire le pont, en fait, tout simplement. Donc, ça te donne une approche différente de la thérapie, et surtout, ça te donne aussi beaucoup plus d'efficacité parce qu'on va beaucoup plus vite, en fait. D'accord. Comment tu reconstruis le pont, du coup? Via les neurosciences, avec du coup avec des outils de neurosciences, avec la bilatéralisation de certains sons. Et puis avec après, l'hypnose, c'est ça? Tu peux faire ça avec l'hypnose. Il y a plein de techniques. L'essentiel, c'est qu'après, la personne, elle puisse être dans une logique de visualisation que, à partir de maintenant, l'information, elle va ici. Je vais te montrer un truc. Je trouve une petite pièce. Une petite expérience en direct, j'adore. Expérience en direct. Voilà. Prends une pièce de laiton, prends celle-là. Je ne m'engage pas trop, 20 centimes. Ok, si je mets la pièce ici, en fait, elle ne tiendra pas. Okay, si je la mets là, juste là, elle tient. Pourquoi? Parce qu'ici, là, tu as la zone la plus magnétique de ton cerveau. Donc, si par exemple, je t'accompagne, qu'on parle sur une dimension qui ne va pas très très bien dans ta vie, que je mets la main juste ici derrière là, qui va avoir pour effet de stimuler ta zone occipitale, okay, et que je mets ma main ici juste là, et là ici je recrée un lien, et que je vais te demander de porter ton attention sur ton front,
dans laquelle tu entendras, par exemple, des idées, tout ce qui doit venir comme idée, image, doit venir d'ici, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je vais recréer le lien, tu vois. Donc après, on prend tout ce qui peut passer comme techniques qui vont être intéressantes. Le principe, là, c'est vraiment... Alors, moi, j'ai de la chance, comme je fais de la recherche, j'ai accès à des IRM, des IRMF. Ouais. J'ai accès à un truc qui est un truc génial, c'est aujourd'hui, maintenant, on ne touche plus le cerveau. On sait que la pensée, en fait, on peut la choper maintenant à 20 cm. C'est dingue. Donc, toute idée qu'on disait que la pensée, en fait, elle part et qu'elle agit, eh ben déjà, on peut la choper à 20 cm. Et les scientifiques qui ont construit ça te disent, c'est des Israéliens, ils te disent, mais en fait, c'est parce qu'on est juste limité à pouvoir la choper ici. Mais j'espère bien qu'un jour, on pourra la choper à des milliers de kilomètres, quoi, tu vois. Ouais. Donc, après, moi, je prends ce qui existe, ce qui fonctionne, et je teste. Tu vois, quand je vais faire une prédiction comme ça, je vais utiliser ou un électroencéphalogramme. Là, pour le coup, ce qui est facile, c'est d'utiliser le TEP, parce que ça permet vraiment d'avoir un espace. Puis, je sais ce qui marche, je sais ce qui fonctionne. Quand je fais des techniques, par exemple, je sais que la technique, elle doit stimuler différentes parties du cerveau pour que ça marche, pour que la personne reconsidère son problème. Et si ça ne marche pas, ou je change la technique, ou je change les questions, jusqu'à ce que je puisse avoir... En fait, tu es dans l'expérimentation permanente. Tout le temps. Des nouvelles idées que tu peux avoir, qui sont inspirées par les neurosciences ou par autre chose. Si tu veux, tout ce qui va venir, c'est intelligent. La seule chose que moi je vais te dire, c'est est-ce que je peux prouver par IRM et IRMF. Voilà. On sait par exemple que pour qu'une personne s'engage dans son changement, il faut que l'idée soit acceptée par le cerveau gauche, le cerveau droit, le cerveau médian et le cervelet. Donc, si moi, quand je t'amène à visualiser quelque chose, ou je fais une séquence d'hypnose, par exemple, ça n'active pas ces différentes zones-là, je sais que la personne risque de se mettre en résistance. En résistance, ça veut dire de la volonté ça veut dire faire des efforts, et donc le changement n'est pas naturel. Donc, j'ai juste des outils de validation, en fait. Voilà. Ça veut dire que, je rebondis sur une interview que j'ai faite avec Anthony Nevo, si jamais vous voulez aller la voir. En fait, dedans, on explique qu'il y a peu de personnes qui sont prêtes à changer parce qu'en fait, ça nécessite de faire des efforts et que tout le monde n'est pas prêt à en faire. Et toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, il y a une méthode pour que les efforts soient moins douloureux. Exactement. Pour que, en fait, le changement soit considéré comme naturel pour la personne. C'est dingue, ça. Et du coup, en fait, l'engagement, dès qu'il y a effort, il y a volonté. Dès qu'il y a volonté, ça ne tient pas dans le temps. Ouais, c'est vrai. Surtout pour nos générations à nous. On avait des grands-pères, les mecs qui faisaient ça à la hard, qui se posaient pas trop de questions. Mais nous, on fait partie de ces générations, je veux tout, quoi, tu vois. Donc il faut vraiment utiliser ces méthodes-là et ça marche. Ça marche bien. Ah, c'est top. C'est efficace. Bah, en tout cas, ça donne envie d'en savoir plus. C'est ça. Donc on mettra tous les liens en barre d'infos pour qu'ils puissent aller voir et puis se renseigner un peu sur ce que tu fais. Et parallèlement, du coup, à ta vie professionnelle, tu racontes souvent que tu as eu un changement au niveau aussi de ta vie spirituelle. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors ma vie spirituelle, elle est chaotique parce que dans un premier temps, elle est imposée. Ouais. Pourquoi? Parce que on va rentrer dans l'intime, tu veux bien? Allez. Moi, quand j'ai l'âge à peu près de 12 ans, je suis un bon élève à l'école, mais je suis un élève qu'on dirait perturbé aujourd'hui, tu vois. Et j'étais perturbant et pour les profs, un enfer. À tel point que je vais me faire envoyer différentes écoles. Et mon père, pensant bien faire, va me mettre chez les jésuites. D'accord. Donc mon père, il est athée. Ma mère, elle est croyante, mais elle ne sait pas trop quoi croire. D'accord. Tu vas comprendre pourquoi plus tard. Et là, on me met chez les jésuites et je vois des choses dans cet environnement-là que je ne dois pas voir. Et pourtant, curieusement, j'ai la foi. C'est-à-dire que je vais être touché par les personnes qui vont me parler de Dieu. Donc, ça va vraiment profondément me parler. Il y a des frères qui vont avoir des comportements qui sont odieux, mais je ne fais pas l'amalgame, tu vois. Malgré tout, je vais me faire envoyer encore de cette école-là. Et ensuite, c'est le père de mon meilleur ami qui va venir voir mon père en disant, écoute, le système traditionnel ne marche pas, on l'embarque avec nous. Et là, je vais me retrouver dans le 13e, avec un père qui est thaïlandais et bouddhiste, et une mère qui est japonaise et shintoïste. Donc tu pars de ces jésuites, autant te dire que mais je ne comprenais pas, tu vois. Et en fait, pour comprendre ça, il a fallu que je me pose des vraies questions, notamment des questions de développement personnel. Et c'est ce qui m'a amené à la psychologie. Voilà, donc au départ, je fais une école de commerce et psycho. École de commerce pour faire plaisir à mon père et psycho pour moi, me comprendre qui j'étais, comme la plupart des psychologues d'ailleurs. Et puis après, très rapidement, j'ai une bourse d'études, parce qu'à l'époque, j'étais en équipe de France de karaté. J'ai une bourse d'études pour rentrer dans l'équipe de Belgique,
avec quelqu'un qui m'introduit là-dedans, et ça marche. Il y a un accord entre la France et la Belgique. Et du coup, je vais partir pour 5 ans d'études en Belgique. Et voilà, et puis à 28 ans, je vais apprendre que je suis juif en fait, que ma famille est juive. Donc ma mère, elle est autrichienne, ma mère. Et en fait, quand ma grand-mère est venue en France, elle a caché à tout le monde, non seulement qu'elle était juive, parce qu'elle avait peur de la Shoah, peur de tout ça. Et voilà, puis là, donc j'ai revisité une autre dimension, une autre part, et j'ai étudié. D'ailleurs, j'avais aussi étudié à l'université, parce qu'il y avait un cours que j'adorais qui s'appelle la philosophie des religions comparées. Et je m'étais beaucoup investi là-dedans. Et notamment, j'avais pris un thème qui était la prière, que je trouvais ça génial, parce que finalement, la prière, c'est quelque chose qui réunit tout le monde, quelles que soient les religions, on prie. Donc c'était un point commun qu'on avait sur lequel je voulais m'appuyer. Donc savoir comment on prie, est-ce que c'est quoi une bonne prière. J'ai même testé des prières sous IRM et IRM9, voilà, parce que ça se teste. C'est scientifique, ça. C'est ça. Donc, et il y a un truc qui est intéressant, tu vois, par exemple, si on parle de foi, je ne parle pas de religion, parce qu'après, tu as une expérience religieuse, tu as des religieux qui n'ont pas du tout la foi, et puis tu as des gens pas religieux qui ont une foi énorme. La foi, c'est une expérience d'une relation à quelque chose de supérieur. Okay, la religion, c'est un système qui, logiquement, doit t'amener à transcender ta foi. Pas toujours. Logiquement. Donc, quelqu'un qui a la foi, en fait, quand tu fais des tests face à un problème, quelqu'un qui a la foi va stimuler des aires, jusqu'à 4 aires spécifiques de son cerveau, qu'une personne qui n'a pas la foi ne stimule pas. Et curieusement, ces aires, c'est créativité, gestion du stress, la zone qui va permettre la libération d'endomorphine, donc de me soigner, de me détendre, et puis tout ce qui va être accélération des schémas cognitifs. Donc en fait, d'avoir la foi, ça te rend plus efficace, ça te rend plus cool, et ça te permet de trouver des solutions plus faciles. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est que ça vaut le coup d'avoir la foi, tu vois. C'est efficace la foi. C'est efficace et c'est mesurable aujourd'hui. D'accord. Comment tu mesures ça? Bah justement, on va voir que on va mettre vraiment les personnes dans des situations problématiques spécifiques et on va leur demander d'invoquer leur dimension de foi. J'avais fait ici des tests aussi sur la notion de cohérence cardiaque où on se rend compte que quelqu'un qui a profondément la foi, que tu mets sous cohérence cardiaque, elle rentre en cohérence cardiaque jusqu'à 7 fois plus vite que tous les autres. Donc il y a vraiment un impact d'être dans sa dimension spirituelle. C'est un impact sur le cerveau, c'est un impact sur le cœur. Et on sait aujourd'hui que ça a aussi un impact sur tes intestins. Et c'est ça qui est intéressant parce que si tu regardes les textes sacrés, on te dit par exemple dans la Torah que l'âme, elle s'incarne dans le ventre, le cœur et la tête. Et les fonctions d'incarnation telles qu'elles sont présentées dans la Torah ou dans les descriptions kabbalistiques correspondent exactement au mode de fonctionnement de chacun de ces organes, parce que dans chacun de ces organes, on a des neurones en fait. Tu as 200 millions de neurones dans les intestins, c'est l'équivalent d'un chien, le cerveau d'un chien, 85 000 dans le cœur, mais des neurones très complexes, et tu as jusqu'à 87 milliards de neurones dans le cerveau. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Moi, c'est bien. On est plutôt bien servi. Ouais, après, tu as beau être bien servi, est-ce que tu l'utilises bien? Après, ça va être toute la technique. Donc voilà mon parcours avec la foi et voilà. Je suis un homme de foi. Et un jour, on a notre institut à Casablanca et moi j'étais très au clair avec eux sur le fait que la personne qui va donner une formation, c'est un juif et j'étais incroyablement bien accueilli, même dans ma religion là-bas. Ça me plaisait bien, je trouvais ça ouvert. Et ils m'ont posé une question, ils m'ont demandé est-ce que vous êtes croyant? Et je leur ai dit non. Et il y avait un vrai froid dans la salle. J'ai dit moi je ne suis pas croyant, je suis sachant. C'est-à-dire que moi en fait, je ne me pose pas la question de savoir si Dieu existe. Parce que je l'ai expérimenté dans ma vie, à plein d'égards. Donc je sais qu'il existe. La question c'est comment je garde ce lien, comment je crée ce lien, comment j'utilise ce lien au quotidien. Après, le reste c'est la littérature. Tu viens de dire, je suis un homme de foi. Ça signifie quoi pour toi, être un homme de foi? C'est-à-dire que je mets Dieu dans tout ce que je fais. Est-ce que tu pourrais associer Dieu dans ta vision à mettre de la conscience? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, Dieu, si on y va du côté étymologique, Déos, ça veut dire la loi. D'accord. Okay. Donc en fait, on pourrait considérer Dieu comme l'ensemble des lois qui régissent l'univers, et l'ensemble de ces lois auxquelles tu vas te connecter en fait. Et en fait, pour moi, la spiritualité, qui est le mouvement en fait de faire vivre ta foi, c'est la spiritualité. Okay. La spiritualité, c'est vraiment cette capacité que tu as
de faire vivre concrètement dans ce que tu fais une dimension supérieure. Ce que j'entends par dimension supérieure, c'est qu'on a tous des visions, on est des êtres humains, et par nature, l'être humain, c'est un animal, qu'on le veuille ou pas, dans son mode de fonctionnement, dans ses échanges. La seule chose qui permet de sortir de sa condition, c'est d'avoir une vision supérieure et d'être en cohérence avec cette vision supérieure. C'est-à-dire, le simple fait, pour moi, la meilleure pratique spirituelle, c'est que ferait la version la plus grandiose de qui je suis. Je suis tellement d'accord. Après, juste de se poser la question, c'est imaginons que la version de David, là, top of the world dans ses valeurs, l'intelligence, la meilleure réaction, il est là. Il doit agir, il doit répondre à cette interview, il doit poser un acte. Quelle serait la version la plus grandiose? Et sa version la plus grandiose ferait quoi? Ça, c'est un acte spirituel. Le deuxième acte spirituel, l'être humain, il est mué par une double dynamique. Dynamique émotionnelle. On revit deux formes d'émotions. On n'en vit pas 10 000, deux formes. L'amour et son contraire, la peur. Okay, donc, ou bien je suis dans ma dynamique d'amour, ou bien je suis dans ma dynamique de peur. Donc là, le principe, chaque fois que je vais me poser la question, par exemple, c'est, tiens, si l'amour inconditionnel parfait était là maintenant, que ferait l'amour maintenant? Okay, et le simple fait de se poser ces questions, ça t'amène à avoir des comportements qui sont des comportements supérieurs. Je suis plus dans des comportements bas, humains, tu vois. Tu t'engueules avec ton épouse, ce qui peut arriver à tout le monde. Tu as deux choses. Ou bien tu restes dans ta dimension humaine et tu vas ressasser, oui, parce que tu vas être dans l'ego. Ouais, mais non, je vais pas lâcher. Et puis de toute façon, je m'excuserai pas. Et puis, ou bien tu dis, ok, que ferait l'amour maintenant? Et l'amour maintenant va te dire, ok, va faire un geste, va vers elle, excuse-toi pour les propos que tu as eus, ouvre-la et puis communique, tu vois. Mais ça, tu ne peux l'avoir que si tu as quelque chose qui te transcende et qui t'amène à une vision supérieure de ce que tu es. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est que la peur enferme en fait, enferme sur soi, enferme sur le problème, et l'amour ouvre toujours. Et d'ailleurs, ça se voit même dans ta façon d'en parler, dans ta gestuelle en fait. Quand tu as parlé d'aller vers, et c'est même ton corps y va. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le simple fait de parler de ces choses-là, en fait, engage quelque chose d'autre dans le corps. Et on n'imagine même pas à quel point le fait de penser à l'amour, juste de penser à l'amour, organise et régule même ta biochimie. C'est-à-dire que je te prenne dans mes bras, ou que j'imagine simplement que je te prends dans mes bras, je libère exactement la même quantité d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est un régulateur de l'harmonisation de mes neurotransmetteurs. Donc c'est bon pour la tête, quoi. Mais ce qui est génial dans ce que tu viens de dire, c'est que même les personnes, tu sais, alors c'est ça qui est dingue, on est dans un monde qui est hyper connecté, mais où les gens sont dans une forme d'indépendance qui n'existe pas, puisqu'on est tous dans l'interdépendance, on dépend tous les uns des autres, mais il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules dans ce monde. Et du coup, ce qu'on pourrait leur conseiller à ce moment-là, c'est ils ont forcément quelqu'un qu'ils aiment profondément, quelqu'un avec qui ils sont en lien ou avec qui ils ont été en lien, et en fait, ils peuvent connecter tous les jours avec l'amour en eux, en pensant faire un câlin à cette personne qu'ils aiment. Et du coup, ça va équilibrer toute leur biochimie. Écoute, moi, l'un des exercices que je donne en priorité aux personnes qui sont dépressives, c'est d'utiliser une technique de psychologie positive qu'on appelle la technique de contre-projection, qui consiste à dire, je vais souhaiter à tous les autres ce que je souhaite vivre dans ma vie. Et le principe, c'était de dire, voilà, chaque jour, minimum 3 personnes, bénissez-le. Dites, voilà, je te souhaite d'être heureux, de vivre le bonheur le plus possible. Et des inconnus, tu sais, juste, tu as croisé le regard d'une personne, elle t'a interpellé par son regard, par sa posture, peut-être parce qu'elle, la pauvre, elle est stressée, parce qu'elle n'est pas bien où tu la sens. Bénis-la. Et tu vas voir que le simple fait de ça, en fait, de faire ça, parfois c'est plus facile avec les autres qu'avec soi. Surtout, par exemple, une personne qui pourrait avoir un niveau d'estime bas, il va se dire, non mais moi, je veux pas, je suis rien, tu vois, donc il va rentrer dans ce truc-là. Mais si tu dis, non, bénis les autres. Mais curieusement, quand tu le fais pour l'autre, tu le fais pour toi. Et c'est tellement plus facile. Et c'est la raison pour laquelle plus tu donnes, plus tu reçois. C'est vrai. C'est un acte égoïste de donner, en fait. Je te jure. Ouais, d'une certaine façon, ça l'est. Mais tu vois, ce que tu dis, moi, je le fais tout le temps. En fait, quand je vois des personnes en difficulté, que ce soit dans la rue,
que ce soit en difficulté physique ou de vie, comme les personnes qui sont à la rue, ou des gens qui se disputent, ou des gens qui ont des problèmes avec leur voiture, parce que moi je suis une malchanceuse des voitures, enfin, je vais pas dire ça parce que je voudrais pas que ça continue, mais disons que j'ai été étudiante et que j'avais des petits boulots à côté, du coup j'avais pas nécessairement la dernière voiture, elle est tombée tout le temps en panne, donc les voitures, tu sais, quand tu roules garées sur le côté avec les warnings et la dépanneuse, genre à chaque fois je me dis oh compassion, je leur envoie de l'amour et je fais ça tout le temps. Et aussi quand je vois des camions qui transportent des animaux qui vont à l'abattoir, moi ça me touche, vraiment ça me serre le cœur. Et du coup c'est pareil, j'envoie de l'amour à ces animaux. Et le simple fait, tu vois, d'avoir cette habitude d'envoyer tout le temps de l'amour quand je vois des gens qui sont dans une situation, alors peut-être je pourrais le faire aussi, des gens qui sont heureux, j'y pense pas, tu vois. Dans ce cas, j'envoie vraiment dans des trucs qui me touchent. Ce que tu dis est vraiment intéressant, c'est parce que on peut donner que ce que l'on a, et c'est ça qui est un présupposé intéressant. C'est-à-dire que si tu donnes de l'amour en vrai, ton cerveau, ce que tu es, va considérer, si tu en donnes, c'est qu'elle en a. Donc fatalement, en fait, plus t'en donnes, plus t'en développes. Ouais. C'est un truc qui est vraiment intéressant. C'est valable pour l'amour, c'est valable pour la confiance. Quelqu'un qui me dit, mais un jour, il y a une personne qui m'a croisé, il me dit, j'adore votre chaîne YouTube, on est à la gare, je suis avec mes enfants, et il me dit juste un conseil. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma confiance en soi? S'il y avait un truc, j'ai dit, aide toutes les personnes que tu peux à développer leur confiance en soi. Parce que le simple fait de le faire, ça présuppose que tu as les outils déjà, tu vois, intellectuels, les compétences, les ressources. Et renseigne-toi, lis des bouquins, mais aide les autres à développer la confiance, tu vas voir que naturellement, la tienne, elle va se développer tout seul. Tu n'auras même besoin de rien faire pour ça. Tu crois que c'est un effet des neurones miroirs, ça aussi, ou pas? Alors, il y a certainement des neurones miroirs, mais il y a surtout un effet de ce qu'on appelle un contre-projectif, tu vois, dans le sens où, une fois encore, je peux te donner du temps si j'en ai, je peux te donner des compétences si j'en ai, je peux te donner de l'amour si j'en ai, je peux te donner de l'argent si j'en ai. Donc, ça, c'est un postulat de base dans lequel toi et moi, on a grandi. Okay. C'est vrai. Donc, à partir du moment où je donne quelque chose, ton cerveau te dira, bon, il en a. Donc, si là maintenant je vois qu'il n'y en a pas assez, viens, on va créer. Et ça, c'est là où ça devient un acte créatif. Tu vois? Moi, ma mère, elle fait le meilleur Apfelstrudel de la planète. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, l'Apfelstrudel, c'est un gâteau viennois à base de pommes et de cannelle. D'accord. Tu peux vivre la chose intellectuellement, tu vois. Mais le jour où je te fais goûter l'Apfelstrudel, tu deviens Apfelstrudel addict. Okay? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vis une expérience, quand je donne cette expérience, quand je livre ça, je vais devenir addict à ça. Et en fait, je vais développer une conscience de la confiance. Parce que comme je suis en train de te conseiller de l'apporter aux autres, moi, quand je vais être en connexion dans ma propre réflexion de pensée personnelle, en fait, je vais commencer à mettre en place des modifications. Ce que tu modifies chez les autres, ça se modifie chez toi. Oh, ça, c'est bon. C'est très bon. C'est très, très bon. Je suis d'accord. C'est très, très bon même. Bon, super. On va clore du coup l'interview. Juste, on va leur rappeler tout, parce que tu as donné tellement de pépites dans cette interview que je voudrais qu'on termine là-dessus. Donc, penser selon la plus grande version de soi. Que ferait la version la plus grandiose? Et vraiment, c'est que ferait? Ce serait quoi l'acte? Et alors, j'ai une question au cas où, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir la vision de qu'est-ce que c'est que la plus grande version de soi-même. Est-ce que tu peux le définir rapidement? Ouais, on va imaginer que la personne que vous rêveriez d'être dans l'absolu, elle est là. Par exemple, vous avez tous quitté un entretien en vous disant « j'aurais dû dire ça ». Okay. Ça veut dire quoi en vrai? Ça veut dire que tu as une vision très claire de qui tu aimerais être dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on a tous, on sait qui on est, et on a une vision idéale, ce qu'on appelle la vision l'idéal du moi. D'accord? Exacerbé en fait. Ok, voilà, exactement. C'est dans l'absolu, j'aimerais vraiment être cette personne-là, tu vois. Et curieusement, plus l'écart est grand entre cet idéal et ce que je suis au quotidien, et moi j'ai confiance en moi. D'accord? Ouais. Donc chaque fois que je vais poser un geste en m'inspirant, de dire tiens, cet idéal-là, il agirait comment? De façon supérieure, il agirait comment? Comme ça. Et ensuite, tu te mets en cohérence avec ça, et en fait, tu vas rapprocher cet état-là, et c'est comme ça que tu vas développer la confiance en soi. Top. Donc, agissez, posez l'acte comme la plus grande version de vous-même. Que ferait l'amour maintenant? Donnez tout ce que vous voulez recevoir. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Même si vous ne l'avez pas, même si vous croyez ne pas l'avoir, parce que vous ne l'avez pas, c'est faux. Même si vous pensez que vous ne l'avez pas, vous l'avez donc donné. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Que ferait l'amour maintenant? Que ferait l'amour maintenant? Très super, super important, parce que toutes les
tout ce que tu vas faire dans ta vie repose intrinsèquement sur un choix ou d'amour ou de peur. Ça, je suis tellement d'accord. Donc, si tu te poses la question, c'est voilà, est-ce que par exemple, je veux changer de job par amour ou par peur? Est-ce que c'est vraiment par passion de ce que je veux faire, contribuer au monde, ou est-ce que parce que j'ai peur parce que mon boulot est en train de tomber ou peu importe. Amour ou peur. Et tout ce que tu vas faire dans l'amour, quelle que soit la décision que tu prends, quand tu prends la base de départ de l'amour, c'est jamais une mauvaise décision. Même si ça ne t'emmène pas là où tu pensais aller, la dynamique avec laquelle tu étais au départ, tu la retrouveras toujours à l'arrivée. C'est ce qu'on appelle l'intention de départ. Quand tu démarres quelque chose, Ça, c'est vrai. et quand tu démarres quelque chose avec une intention, C'est vrai. un jour je discutais avec une copine et puis elle me disait, elle parlait de son couple qui n'était pas très bien, et je dis mais c'était quoi ton intention de départ? Et là je lui rappelle, c'est ton intention de départ, c'était pas d'aimer et de construire ton couple. Ton intention de départ, c'est quitter ta famille. Et je le sais d'autant plus que je suis ton meilleur ami depuis cette période-là. Donc je sais très bien pourquoi tu es parti. Donc le problème, c'est que ton intention de départ, tu la retrouves à l'arrivée. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer les choses. Ça veut dire que tu dois mettre une nouvelle intention dans ton couple. Et cette fois-ci, ce n'est pas d'équilibrer les choses. Tu dois mettre une intention que ton couple il fonctionne, que tu l'aimes, que vous aimez, que vous vivez des expériences exaltantes ensemble, et que tu redonnes une nouvelle dynamique. Mais ça passera toujours par une intention, qui est cette fois-ci non pas une intention de peur, parce que j'ai pas envie de rester dans cette famille, donc j'ai tellement peur de rester dans cette famille que je vais prendre le premier inconnu venu, je me marie avec. Je vais y mettre une intention d'amour dans laquelle je vais construire quelque chose harmonieux, avec, tu vois, c'est vraiment l'intention de départ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même si ton intention de départ, au départ, elle n'est pas dans l'amour, pour autant, elle peut changer Tu peux la faire évoluer. si tu es en conscience. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que les gens se disent « Ah mince, mon intention de départ était foutue, donc c'est foutu. » Mais en fait, non, ce qui est chouette dans cette vie, c'est que tout est une question de choix à chaque instant qu'on est en train de vivre. Et à chaque instant, c'est comme si on pouvait prendre un nouveau départ. On peut tout corriger. Ouais, souvent, les gens, ils attendent le 1er janvier, tu sais, pour changer des choses. Mais en fait, ça marche jamais parce que c'est à chaque instant que vous pouvez faire le choix d'aller vers là où vous avez envie d'aller, de vivre ce que vous avez envie de vivre. Ouais, tu pourrais très bien vivre avec l'idée que tous les jours, c'est un 1er janvier. Ouais. Parce que c'est vrai, en fait. Ouais. En plus, ça ajoute des paillettes et j'aime bien l'idée. Et déjà, de paillettes. Ça va faire plaisir à une amie canadienne. Ouais, on fait un petit coucou à Mélissa. Ça marche. Mais très sympa. Très sympa. Donc, la version la plus grandiose, que ferait l'amour? J'en oublie. On a dit pas mal. Apporter aux autres ce qu'on voudrait développer chez soi. Ouais. Et puis voilà, considérer que les neurosciences, c'est l'avenir. Ouais. Voilà. Et faire un bilan de vos neurotransmetteurs juste pour vérifier Ouais, ça peut que être très, tout très est bien. OK, parce que des fois, ça peut juste libérer des choses que vous pensez être bloquées assez Mais pour facilement. beaucoup, je te dis une fois encore, je suis sûr que presque 70% des personnes qui ont des crises d'angoisse sont liées à des carences en GABA. On sait quand même, aujourd'hui on en parle pas mal, mais la dépression pourrait être liée à des carences en sérotonine, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a un équilibre de tout ça qui va se mettre en place. Et, en tout cas, c'est intéressant de comprendre que notre biochimie aujourd'hui, par exemple, même les maladies neurodégénératrices, on sait qu'elles sont liées à des carences qui sont installées sur la durée. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller faire un bilan. Un bilan. Et comment alors, question pratique, comment ça se passe pour faire un bilan des neurotransmetteurs? Alors, c'est pas un bilan médical, il y a un monsieur qui s'appelle Eric Braverman, qui est d'abord un professeur d'Harvard, puis ensuite maintenant il est professeur de Princeton. Et il a mis en place un questionnaire que nous, on forme nos coachs à ce questionnaire, dans lequel on va voir ton profil dominant. Parce que toi et moi, on va mettre en avant une prédominance de neurotransmetteurs. Il va y avoir des profils. Moi, par exemple, je suis acétylcholine, c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que je sois intéressé par l'information. Toute l'information va m'intéresser, tu vois, donc ça va conditionner. Quelqu'un qui va être dopamine va être dans des métiers plus actifs. Quelqu'un qui va être GABA va être un peu plus cérébral, tu vois. Mais donc on a un profil dominant et surtout, tu as l'interdiction d'être en carence dans ton profil dominant. Parce que là, pour le coup, ça peut générer des maladies. Ah ouais. En fait, en vrai. Donc, ce test de profil dominant et de carence, ça dure 40-45 minutes. D'accord. Les coachs qu'on a formés, ils sont capables de faire ça. Il y en a dans toute la France. Donc, si vous cherchez, si un jour vous avez besoin de chercher un coach pour ça, vous allez sur www.institut-d-neurosciences.com. Vous appelez mon assistante et elle vous mettra en relation avec un coach. Top, merci pour cette information, ça aidera tout le monde. Est-ce que tu as un message de fin? Quelque chose qui te, tu sais, c'est plus fort que toi, c'est vraiment ton message pour ce monde. Ouais, il y a un message, c'est que en vrai, il y a toujours de l'espoir.
Il y a toujours de l'espoir. Parce que moi, j'ai rencontré tellement des situations. D'abord, moi, j'ai vécu aussi des situations difficiles dans ma vie. Et j'ai rencontré tellement de personnes qui avaient des situations difficiles. Et quoi qu'il arrive, un jour, ça passe. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on est centré sur nos problématiques et puis les périodes de vie, on a le sentiment que ça ne s'arrête jamais. Mais plus on a le sentiment que ça ne s'arrête jamais, plus on est focus sur le fait que ça ne s'arrête jamais, moins ça s'arrête. C'est pour ça la raison pour vraiment, le maître mot, c'est garder toujours l'espoir et soyez centré plus sur le fait qu'un jour, il va y avoir un renouveau. Et plus vous allez y croire, et plus ce jour va venir vite. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, jamais, jamais, jamais. Ne baissez jamais la garde, ça c'est une technique pour les arts martiaux, mais c'est valable dans la vie en fait. Ne baissez pas la garde. Merci. Avec plaisir. Merci pour cette interview. Je vous mets tous les liens en barre d'infos du coup pour retrouver David Lefrançois, qui a une chaîne YouTube qui marche très bien d'ailleurs. Ouais, Tu parles de neurosciences notamment, de confiance. Je parle de tout ce que j'aime. Donc ça peut être psychologie positive, je suis très branché psychologie positive maintenant. Ça peut être neurosciences, ça peut être... c'est vraiment la chaîne de mon inspiration. C'est-à-dire que dès que je trouve que quelque chose est utile et que je vois à travers mon expérience de vie, tu vois, je vais te donner un exemple. L'autre jour, j'ai un ami qui me parlait de sa famille, qui me disait, lui donc il s'occupe beaucoup de sa mère qui est malade. Et j'ai dit, mais comment étaient frères et sœurs? Il me dit, tu sais, j'ai compris qu'ils étaient à leur maximum. Donc dans ces cas-là, quand je vois le concept, il est sympa, je le mets ou sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, donc j'utilise ce que je vais rencontrer dans ma vie pour me dire, tiens, c'est important que je partage ça parce que les gens, ils ont besoin de savoir ça. En fait, c'est ma source d'inspiration. Ouais, mais aujourd'hui, tu es un leader d'inspiration pour tout le monde aussi. En tout cas, ça marche bien. Ça marche bien et j'ai des retours très sympathiques, c'est touchant. Ouais, donc du coup, allez voir la chaîne YouTube de David Lefrançois. On te retrouve aussi sur Facebook. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon Facebook parce que je sais que c'est des outils de propagation d'idées et que ça aide beaucoup de monde. Tu sais, j'ai fait une vidéo sur l'AVC qui a été vue plus de 5 millions de fois et j'ai plein de commentaires comme quoi ça a sauvé des vies déjà aujourd'hui. C'est chouette, ouais. Donc je me dis, bon ça, je ne peux pas ne pas avoir la responsabilité de le donner, tu vois. Voilà, je suis pas trop au téléphone, machin truc, machin. J'utilise, je fais mes trucs, j'essaie de faire les choses avec professionnalisme, tu vois. Mais j'aime bien être en contact avec ma recherche. Moi, mon kiff, c'est quand je me prends une idée, je me promène sur la plage avec ma chienne et je me barre dans mes idées et je trouve des solutions. Voilà. Et après, je vais dans le laboratoire et je les teste avec les IRM. Avec des cobayes. Les pauvres. Tu peux pas savoir. Il y a plein d'étudiants à télévision, ce que je leur fais subir. C'est très sympa. Non, à mon avis, ils se régalent. Moi, j'adorerais être une étudiante à toi parce que je pense que je serais challengée en permanence. Donc, ça serait top. Ça serait top. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Oh, bah non, mais je t'en prie. Merci à toi d'avoir accepté de passer ce moment avec moi et de l'offrir à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Du bonheur. Ouais, c'est ça. Bon, je vous embrasse. Je t'embrasse aussi. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.